nous sommes un groupe scientifique principalement travaillant sur le milieu marin. Et on est là pour 10 jours. On est là pour une conférence qui se focalise sur la physique à micro-échelle dans l'océan. Vous me direz pourquoi cette thématique? En fin de compte, on travaille surtout sur des organismes planctoniques. Et quand on regarde la biomasse de l'océan, c'est-à-dire la quantité d'organismes dans l'océan, les organismes planctoniques sont de loin les plus abondants et les plus importants. Mais les processus physiques, chimiques et biologiques qui les impactent sont finalement assez peu étudiés, beaucoup moins que pour d'autres organismes. Donc nous, on est un groupe de scientifiques qui se focalise sur ces problématiques à micro-échelle. Donc ce soir, vous allez avoir 3 de nos conférenciers qui vont vous parler de leur thématique de recherche. Toutes se focalisent sur le plancton. Donc en premier, nous allons avoir Salima Rafai, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille à Grenoble, qui va vous parler du plancton en général et de la science collective participative qu'elle fait. Ensuite, nous allons avoir Christophe Éloi, qui travaille à Marseille, qui est professeur, et qui va vous parler des mécanismes, des processus et des stimuli qui peuvent être sentis par les organismes planctoniques. Et enfin, nous allons avoir Raphaël Jeanneret, qui va vous parler de la phototaxie et des processus collectifs au sein du plancton. Donc, je vais passer le micro à Salima, qui va commencer cette présentation. Bonsoir à tous, merci d'être là. Effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, je suis directrice de recherche au CNRS à Grenoble. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mes recherches, mais je vais vous parler d'un programme de sciences participatives qui vise à imager le plancton des lacs alpins. Donc pas en océan, mais ça va vous permettre d'avoir une petite introduction sur ce qu'on appelle plancton et pourquoi nous nous intéressons à l'étudier. Donc, ce qu'on appelle plancton, une première définition assez large, ça désigne tous les organismes vivants aquatiques ayant des déplacements qu'on peut considérer comme négligeables comparés au mouvement des masses d'eau. Donc, tout ce qui se fait un petit peu balader par les courants. Et donc, vous voyez que cette définition est très, 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 très large, ce qui nous donne dans le monde du plancton des échelles de taille qui peuvent aller de la toute petite échelle. Les virus sont considérés comme faisant partie du monde du plancton, mais disons en dessous du micromètre, jusqu'à des mégaplanctons comme les méduses qui peuvent aller à des tailles comme le mètre. Donc vous voyez la diversité de taille que ça recouvre quand on dit le plancton. Donc c'est un monde qui peut être microscopique, mais qui peut être aussi à des échelles assez grandes. Dans cette représentation, pour nous donner une idée à notre échelle, c'est la même différence quand on va du millimètre, du centimètre comme les insectes, jusqu'à en passant par les grosses baleines, la tour Eiffel, les montagnes ou même des échelles atmosphériques. Donc c'est vraiment des gammes de taille qui sont très différentes et des ordres de grandeur de taille différentes. Comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, cette définition assez large fait que l'essentiel L, et pas 2LE, hein, l'essentiel de la biomasse marine est constitué par le plancton. Dans ces deux images-là, on peut voir la même masse de vivants, que ce soit la grosse méduse ou cet amas de choses qu'on peut voir à l'œil nu, disons. Mais c'est une représentation qui peut être très dispersée quand il s'agit de plancton par rapport aux animaux marins dont on a l'habitude. Ici, ce que j'ai repris, c'est ce qu'on peut appeler la pyramide alimentaire marine, la succession entre les différentes échelles et les différents types
vivants qu'on peut avoir dans les océans ou dans les milieux aquatiques plus généralement. Le phytoplancton en grande quantité en bas, je vais y revenir. Ce qu'on appelle le zooplancton, qui peut inclure les larves de poissons, les crustacés, etc., ou du zooplancton qui à l'âge adulte à cette petite échelle. Les alevins, les crustacés et les petits poissons, et on va comme ça jusqu'aux gros poissons. Je trouve que l'ordre de grandeur qui donne une bonne idée, c'est qu'il faut, pour faire 100 grammes de thon, il faut 1 tonne de phytoplancton. Donc on voit que les quantités, enfin on extrapole facilement avec ces ordres de grandeur que les quantités de phytoplancton sont vraiment très, très importantes en masse par rapport dans le milieu marin et dans le milieu vivant marin. Donc ici on reprend un petit peu il paraît qu'on dit plus chaîne alimentaire, on dit réseau trophique. Mais disons que c'est qui mange quoi ou qui mange qui. Toute cette chaîne-là dans les milieux aquatiques, ça commence par le phytoplancton qui, lui, ne mange personne, mais qui arrive à produire sa propre énergie grâce à la lumière, au dioxyde de carbone et, de manière très sympathique pour nous, produit de l'oxygène par ce processus de photosynthèse. Lui, il se fait manger par le zooplancton qui, etc., se fait manger par les poissons et les poissons carnivores. Donc dans cette chaîne un peu simplifiée, disons, on voit quand même l'importance de cette catégorie. Ça, c'est nos sujets, nos systèmes de recherche autour du phytoplancton. On voit l'importance de cette catégorie qui est vraiment à l'origine de toute la chaîne et à l'origine de processus qui, même quand on n'est pas climatologue, on sait que c'est des processus qui ont un impact important sur la régulation du climat. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici « Poumon de la planète et régulateur important du climat ». Il y a le phytoplancton d'une part qui, on estime, produit la moitié de l'oxygène sur Terre, selon les estimations, même des chercheurs qui disent que c'est 2/3 de l'oxygène sur la planète qui est produit directement ou indirectement par le phytoplancton. Le zooplancton qui agit comme une pompe à carbone, c'est-à-dire que le zooplancton, quand il mange du phytoplancton qui a fixé du CO2, et pour peu que ces phytoplanctons aient une petite coquille en silice, comme c'est le cas pour certains, tout ça va tomber au fond de l'océan et va stocker du dioxyde de carbone, du carbone au fond des océans, et plutôt que ça reste dans l'atmosphère. Et malgré cette importance, ou cette présence cruciale dans ce monde aquatique, ça reste un monde encore largement méconnu. J'ai mis un chiffre là qui date un peu, mais disons que ça donne une idée. Dans les expéditions scientifiques comme Tara Océan, si vous connaissez, c'est des goélettes chargées de matériel qui s'attachent à étudier les océans pour nous, enfin pour la science. Entre 2009 et 2013, ils ont réussi à découvrir 35 000 nouvelles espèces qu'ils ne connaissent pas, que personne ne connaissait en sciences. Donc ça donne une idée du décalage entre l'importance que ça a pour nous, pas que pour le monde aquatique, pour l'équilibre et la régulation du climat, et la méconnaissance qu'on peut encore en avoir, même si on s'attache de plus en plus à les étudier. Un autre aspect, c'est que non seulement ils sont importants, mais en plus ils subissent beaucoup de nos impacts. Alors, moi, là, je vais vous parler des lacs, mais on peut transposer. Je vous parle des lacs ici parce qu'à Grenoble, c'est là qu'on travaille. Mais c'est la même chose en mer. Ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est cet apport en excès de nutriments qui vient principalement soit de nos déchets, c'est-à-dire nos eaux usées et des villes qui peuvent être en proximité de ces milieux fragiles, ou l'agriculture qui utilise des engrais azotés, etc. On peut avoir ce qu'on appelle l'eutrophisation des lacs, un développement massif
d'algues ou de micro-algues qui sont une partie du plancton, du phytoplancton, et qui peut avoir des impacts, cette eutrophisation, sur plein de nos activités également, colmater des pompes dans des usines de production d'eau potable ou des débordements de centrales de traitement des eaux usées. L'impact sur les activités récréatives, ça semble anodin, mais ça veut dire aussi un impact sanitaire qui peut être, selon les espèces qui se développent et qui ont assez de nutriments pour se développer, ce n'est pas forcément des petits amis sympathiques, ça peut être aussi des espèces qui peuvent être toxiques pour les personnes. Et plus globalement, ça fait des déséquilibres écologiques qui continuent à déséquilibrer le cycle du carbone. Donc c'est... oui. N'hésitez pas à interrompre, peut-être on ne l'a pas dit, mais si vous voulez préciser quelque chose, on est entre nous. Voilà. Donc avec cette petite intro, j'espère vous faire passer le message que ça semble important de comprendre l'évolution et le fonctionnement de cet écosystème plancton, comment elles évoluent, comment elles s'adaptent à des changements d'environnement, comment elles répondent et comment les utiliser aussi comme sentinelles de la qualité de l'eau autour de nous. Certaines espèces se développent dans des eaux de bonne qualité, d'autres espèces sont beaucoup plus invasives quand c'est des eaux très riches en nutriments à cause de certaines pollutions. Le problème, si on revient à ce que je vous ai montré avant, c'est qu'il y a énormément de phytoplancton en particulier. La tâche est immense en termes de masse, en termes de systèmes aquatiques, etc. Donc il y a beaucoup de... Si on prend l'idée des grands lacs, il y a beaucoup de grands lacs qui sont suivis de manière scientifique régulièrement, mais toutes les masses d'eau, tous les plans d'eau ne vont pas être étudiés. Donc l'idée qu'ont eu certains, et c'est pareil pour les océans, on ne peut pas envoyer les expéditions scientifiques partout de manière très quadrillée sur les océans pour essayer de comprendre ça. Donc l'idée qu'ont proposé certains scientifiques, c'est ce qu'on appelle l'imagerie quantitative, et en particulier utiliser la participation de scientifiques ou de citoyens éclairés, disons, ou de citoyens formés à participer à cette imagerie pour documenter la distribution et l'évolution de ces systèmes. Donc là, je vais dire 2 mots sur ce qu'on fait à Grenoble. On a décidé de déployer ce type d'approche participative autour de Grenoble, dans les lacs alpins, et avec une méthode qui consiste à utiliser des partenaires de différents types sur le terrain, c'est-à-dire que ça peut être des associations d'étudiants, des élèves de collège, lycée, des enseignants, des guides de montagne, de l'office du tourisme ou des clubs nautiques. Enfin, on a différents types de partenaires, des réserves naturelles, des parcs nationaux qui sont attachés à comprendre l'évolution et en particulier avec une fréquentation de plus en plus importante de ces parcs nationaux en altitude. On a de plus en plus de gens qui cherchent la fraîcheur et qui montent, et on a beaucoup plus de fréquentation dans les lacs. Donc les parcs nationaux, les réserves naturelles sont attachés à mettre en place un suivi pour essayer de contrôler un petit peu l'impact que peut avoir cette fréquentation qui est en évolution très rapide. Et avec des partenaires scientifiques, des biologistes, des hydroécologues, des biogéochimistes comme mon collègue Julien, des opticiens et surtout des experts des phytoplanctons qui connaissent les espèces. On travaille ensemble à essayer d'analyser ces prélèvements. Donc comment ça se passe en pratique ? L'idée, c'est de faire un prélèvement dans l'eau. Donc on utilise comme une épuisette, c'est un filet à plancton. Ici, on voit un étudiant. Alors là, c'est une réserve naturelle protégée. Là, il faut une autorisation préfectorale pour le faire. Donc ça, c'est avec l'ONF, un partenariat avec l'ONF qu'on a pu faire ça. Et pour vous donner un exemple, dans cette réserve, en fait, il y a 20 ans, ils ont trouvé une espèce marine en montagne. Et
ça a motivé des travaux. En fait, à Grenoble, il neige des fois en hauteur, et on utilise beaucoup de sels de déneigement. Et en fait, les sels de déneigement de la route avaient salé le lac. C'est facile de montrer qu'avec une mesure de conductivité, on aurait pu montrer que le lac était devenu salé et qu'on trouvait du sel chimiquement. Mais le fait de trouver du vivant qui a été affecté par ce sel, d'après la directrice de la réserve naturelle, une directrice ONF, elle a dit que c'était vraiment cette observation du vivant qui a sensibilisé les politiques, à mettre en œuvre ces travaux. Et donc là, l'idée, c'est 20 ans après de refaire un inventaire pour voir comment a évolué le plancton de cette tourbière. Une fois qu'on a prélevé ça, en fait, l'originalité de cette approche, c'est d'utiliser un instrument, non pas un instrument de laboratoire qui serait différent d'un laboratoire à un autre, mais d'utiliser partout dans le monde le même instrument, et en l'occurrence un instrument nomade et pas trop cher que tout le monde développe de la même manière. Donc c'était l'idée originale d'un collectif d'océanologues qui ont proposé le développement de cet instrument. Donc c'est celui que vous devinez sur la photo, là, où là on est au bord du grand lac de la Fraye, à découvrir ce qu'on vient de prélever avec des gens comme vous, en fait, qui s'étaient inscrits pour participer à cet atelier. Donc et ce qu'on voit, là, en l'occurrence, c'est dans le grand lac de la Fraye, là, c'est du phytoplancton de différentes tailles, etc. Et avec chacun ses spécificités, ses particularités, son pouvoir d'indication d'une certaine qualité de l'eau ou de l'environnement. Donc en fonction de la saison, on ne va pas trouver les mêmes espèces, en fonction de la température de l'eau ou en fonction des conditions d'utilisation du lac. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit initialement, eh bien, on a une petite fenêtre d'étude de 20 à 200 micromètres. On ne va pas jusqu'à regarder les méduses. Il y a des méduses dans les lacs, je ne savais pas, mais on a vu des méduses. On ne va pas jusqu'à regarder les méduses. On ne s'intéresse pas pour le moment au zooplancton. On s'intéresse au phytoplancton qui est l'acteur clé dans le cycle oxygène-dioxyde de carbone. Et grâce à notre prélèvement, on va identifier et documenter nos prélèvements en fonction des dates, en fonction des lieux, et créer comme ça une base de données ouverte pour les scientifiques, donc ce qui permet de faire un suivi, ce qui permet d'analyser maintenant une évolution de ces systèmes-là par lieu, et qui est partagé à l'échelle internationale, mais en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse ici, à l'échelle régionale pour nous, autour des lacs alpins. Enfin, pour finir, c'est un système où c'est des organismes qui se prêtent énormément à la sensibilisation du grand public, c'est-à-dire que là, ça a inspiré un artiste et une designeuse pour produire des œuvres issues de nos images, et on se sert de cet imaginaire ou de rendre le monde microscopique visible à l'œil nu comme outil de sensibilisation du grand public à la fragilité de ces écosystèmes, à l'importance de protéger ces écosystèmes, de ne pas polluer avec des plastiques, avec des eaux usées ou avec de l'huile de moteur, nos lacs alpins précieux. Voilà pour ma petite introduction plancton. Je vais laisser la parole à mon collègue. Merci. Donc maintenant que vous êtes tous incollables sur le plancton, on va vous expliquer, enfin pas moi, ça va être Christophe qui va vous expliquer comment le plancton peut percevoir son environnement. C'est important pour essayer de mieux comprendre son écologie et donc le type de fonction et de rôle qu'il peut avoir
dans l'environnement. À toi. À moi. Donc je vais vous parler de plancton et de navigation, on appelle ça navigation, mais principalement c'est de comprendre en fait comment ces organismes perçoivent leur environnement. Et vous allez voir qu'ils ont des sens que nous ne possédons pas, et donc ça rend des fois difficile la transposition à nos systèmes. Donc ça c'est une photo qui vient d'un livre. Merci. Donc ça ressemble aussi au premier slide de Salima. Le plancton, c'est un mot dont on peut penser qu'il vient du grec, mais en fait il a été inventé par un biologiste allemand assez récemment. Et en grec, planos, ça veut dire dérivé. Et donc la définition, c'est effectivement que c'est des organismes, ou d'ailleurs le microplastique, ça peut être des organismes ou des systèmes artificiels. Hein. Le microplastique, c'est du plancton, qui dérivent dans les océans, ou dans les mers, ou dans les lacs. Mais bien que ces organismes dérivent dans les lacs et les océans, ils ne sont pourtant pas immobiles. Et donc la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, en tout cas dans le zooplancton, sont capables de bouger, de nager. Et leurs mécanismes pour nager peuvent être assez différents, mais donc ici on voit 3 exemples, à 3 échelles différentes. Donc on a un organisme qui fait quelques dizaines de microns, qui est un organisme unicellulaire, à gauche, qui est couvert de cils, et ces cils sont actifs. Et en bougeant, en fait, ils entraînent un écoulement et l'écoulement propulse l'animal. Au milieu, vous voyez un organisme que vous avez sans doute jamais vu d'aussi près. Donc, c'est une larve d'huître. La plupart des coquillages à l'état larvaire sont des organismes qui font partie du plancton et qui nagent. Et les larves d'huître en font partie. Et elle nage. Donc là, c'est un organisme pluricellulaire qui nage en activant de nouveau des cils qui sont ici sur une couronne en haut de l'animal. Et à droite, vous avez un organisme qu'on peut voir à l'œil nu, un copépode, donc c'est un petit crustacé, et qui nage, donc ça ressemble un peu à une crevette, hein, la mode de nage. Il nage avec les pattes qu'on ne voit pas qui sont dessous. Et donc ces organismes, pourquoi nagent-ils ? Eh ben, ils ne nagent pas pour vaincre l'écoulement principal de l'océan, parce que par définition, ils ne peuvent pas nager assez vite pour vaincre l'écoulement. Ils nagent pour ceux de gauche pour éviter ceux de droite, et ceux de droite pour attraper ceux de gauche, en fait. Donc c'est principalement des mécanismes de proie-prédateur. Et là, il y a un intérêt à nager, parce que le but, ce n'est pas de vaincre l'écoulement environnant, le but, c'est juste d'attraper l'organisme qui est à côté de vous. Et donc la question c'est comment font-ils pour trouver ce prédateur qui arrive, détecter ce prédateur qui arrive ou détecter cette proie qui est près d'eux. Et donc pour comprendre ça, il faut comprendre, donc aujourd'hui je vais vous parler de la colonne de gauche là, donc il faut comprendre les sens et la manière dont on perçoit le monde. Donc pour nous, on parle souvent de 5 sens, mais en fait il y en a beaucoup plus. D'ailleurs à gauche là vous avez des sens qui ne sont pas dans les 5 sens là, donc dont l'un d'eux qui est très important qui est la proprioception. C'est-à-dire que le fait que même les yeux fermés, on a une perception de la géométrie de notre corps. C'est ce que l'on perd, par exemple, quand on plâtre quelqu'un. Là. Donc la rééducation, ce n'est pas que de la rééducation musculaire, hein, c'est surtout de la rééducation proprioceptive pour se réapproprier sa géométrie. Et donc une manière d'aborder ces problèmes-là de navigation, ce serait d'essayer de comprendre comment chaque organisme s'informe de son environnement grâce à ses sens, processe cette information de manière différente suivant sa taille et en conséquence agit en nageant par exemple. Donc ça c'est l'approche disons des neuroscientifiques. Et donc moi je vais partir, la manière dont moi je travaille, moi je suis un mécanicien des fluides, je ne connais pas grand chose des planctons. Donc moi la manière dont je travaille c'est un peu différent. La question que je me pose c'est plutôt si je devais construire un système artificiel qui a les mêmes comportements, quels ingrédients je devrais mettre dedans. Donc ça c'est... J'ai repris une citation qui est connue de Richard Feynman, un prix Nobel de physique, qui dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». Donc là, c'est un peu la même idée, même si je ne crée pas grand-chose, mais de se demander si nous, on devait fabriquer un système artificiel, disons un petit robot qui a les mêmes comportements, qu'est-ce qu'on devrait mettre à l'intérieur pour que ça marche ?
Mais donc aujourd'hui, je vais surtout parler de sens. Donc un premier sens, je ne vais pas insister parce que Raphaël va en parler, c'est la perception de la lumière. Donc les organismes, les flèches rouges là, indiquent sur des organismes de taille très différente des organelles qui sont sensibles à la lumière. Donc ça permet aux algues de gauche de percevoir dans quelle direction se diriger pour aller vers la surface et donc faire de la photosynthèse. Et les organismes de droite, qui sont des copépodes à nouveau, on ne sait pas trop à quoi ça leur sert, mais en tout cas, ce n'est pas un œil qui leur permet de former des images, donc ils ne voient pas les prédateurs ou les proies, ils voient simplement s'il y a de la lumière ou s'il n'y en a pas. Un autre sens qui n'est pas forcément très intuitif, même si nous on possède un similaire, c'est la manière de sentir le haut et le bas, de sentir l'accélération de la gravité. Donc c'est l'équivalent de notre oreille interne. Donc les coquillages qu'on a vus tout à l'heure, les larves d'huîtres, ici c'est une larve d'un autre coquillage, là, certains possèdent ce sens-là. Donc la manière dont c'est mis en œuvre par la nature, c'est que vous avez des cavités à l'intérieur desquelles vous avez, ici c'est dessiné comme une sphère, là. Vous avez un sédiment qui est minéral, donc qui est plus dense que l'eau, et en sédimentant donc vers le bas, puisqu'il est plus dense que l'eau, il vient appuyer sur les cils des cellules, et ces cils donc, perçoivent à quel endroit est cette sphère minérale, et c'est de cette manière qu'ils perçoivent le sens de la gravité. Donc nous, notre oreille interne, c'est un liquide qui nous dit de quel côté est le haut et le bas. Là, c'est une sphère minérale dans un liquide, mais c'est un peu le même principe. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce sens-là, c'est comment les organismes perçoivent les écoulements autour d'eux. Parce que s'ils ne voient pas, et la gravité, ça ne va pas beaucoup les aider à percevoir s'il y a un prédateur. Donc la manière dont ils perçoivent l'environnement, pour beaucoup, c'est à partir des écoulements qui sont générés par un prédateur qui arrive ou une proie qui est pas loin. Et ce n'est pas si simple que ça de mesurer les écoulements. Donc certains organismes utilisent des cils qui sont des espèces de filaments flexibles qui, en se déformant, perçoivent l'écoulement. Donc c'est l'équivalent de nos poils, si vous voulez. Hein, quand il y a du vent, nous aussi on perçoit le vent, mais plutôt avec des déperditions thermiques. Eux, c'est vraiment la manière dont le cil se déforme. Donc certains insectes ont le même type de mécanisme. Et il y a un autre processus qui est plus évolué, disons, que pour les organismes multicellulaires, qui est sur les copépodes, là, donc qui est sur les antennes. Donc on ne voit pas très bien peut-être sur la photo de gauche, mais les antennes, elles ressemblent à ce qui est à droite, là. Elles ont une vingtaine de pics là, qui s'appellent des CT. Et ces CT, en fait, ce sont comme des tiges rigides, en fait, qui, sous l'action de l'écoulement, tournent, parce qu'en fait, elles sont dans une espèce de liaison pivot, là, donc il y a une charnière. Donc elles peuvent tourner sous l'effet de l'écoulement. Et elles sont reliées à un neurone, chacune. Et ce neurone, en fait, ça vient tirer sur la dendrite, là, sur l'extension du neurone. Et en tirant sur la dendrite, le neurone émet une certaine fréquence. Il se trouve que cette fréquence, elle est proportionnelle à l'élongation de la dendrite, qui est elle-même proportionnelle à la rotation du segment, qui est elle-même proportionnelle à la vitesse de l'écoulement. Donc vous avez un processus avec un neurone qui vous permet d'avoir un senseur ultra sensible et qui est assez unique dans le monde animal. Et donc, je ne parle pas des autres sens, mais il y en a plein d'autres. Donc la manière de sentir l'écoulement, ça peut être à haute fréquence, ça peut être acoustique, mais certains organismes sentent aussi la pression, notamment les poissons et les larves de poissons. Il y a beaucoup de perceptions chimiques de l'écoulement. Et puis il y a des choses, donc la proprioception dont on a parlé tout à l'heure, le toucher, et puis, moi j'aime bien ce qui est en bas, donc certains de ces organismes perçoivent les champs électriques ou magnétiques. Et donc j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les pigeons qui aussi ont un sens magnétique, en fait, ce n'est pas eux qui ont le sens magnétique, en fait, ils utilisent des bactéries magnétotactiques qu'ils intègrent, en fait, c'est une espèce de symbiose, et donc il y a des organismes marins qui font la même chose. Si vous avez du temps, je vous conseille un petit conseil lecture, c'est le livre de droite si vous ne l'avez pas lu,
qui parle justement de la manière dont les animaux, le monde animal perçoit le monde, et qui est assez différent du nôtre, et qui c'est assez intéressant parce que du coup le monde pour eux est très très différent. Alors, je vais présenter un exemple qui n'est pas de moi et ensuite une étude qu'on a faite qui met en œuvre maintenant ces systèmes perceptifs et notamment la perception de l'écoulement. Donc ici on a un exemple que j'adore même si les images ne sont pas hyper parlantes. Donc c'est l'organisme qui est à gauche qui fait une vingtaine de microns en taille. C'est une cellule unique qui est couverte de cils. Cet organisme, quand on le place dans un écoulement qui ressemble à un écoulement qui serait produit par un prédateur, qui est en fait un écoulement de siphon, donc c'est l'image du centre là, le petit rectangle, ça symbolise l'endroit où on aspire. Ce que vous voyez sur l'image, là, vous avez des cercles blancs, ça c'est si on met des particules passives, on voit qu'elles sont aspirées et se dirigent vers l'aspirateur en gros. Et les points noirs, c'est les endroits où ces organismes-là présentent un comportement de fuite. Donc, on voit qu'en fait, à une certaine distance, là, l'écoulement est suffisamment fort pour qu'il détecte que c'est potentiellement un prédateur qui les attaque, et il s'enfuit. Mais non seulement il s'enfuit, mais il s'enfuit dans une direction qui est bien spécifique, et ce qui est indiqué à droite. Donc à droite, si on regarde la direction de fuite par rapport au siphon, donc le siphon est là, si vous voulez, et en fait, la direction dans laquelle il s'enfuit, c'est vraiment à l'opposé de la source, enfin, de l'endroit où est le siphon. Donc ça veut dire que c'est un organisme c'est une cellule, hein, donc il n'y a pas de neurones. C'est un organisme qui est capable de mesurer l'écoulement, de détecter d'où vient l'écoulement et de mettre en œuvre un mécanisme de fuite. Et tout ça juste avec de la biochimie en fait. Et pour faire court, on ne sait pas du tout comment ça marche. Donc moi je m'intéresse à des organismes un peu plus évolués. Et donc, ah oui, celui-là j'ai oublié de le traduire. Donc les copépodes dont on parlait tout à l'heure, là, ils ont une particularité, c'est que la nuit, ils vont en profondeur, la nuit, ils vont en surface, et le jour, ils vont en profondeur. Donc le jour, ils vont en profondeur parce que leurs prédateurs naturels, ce sont des organismes comme les poissons qui, eux, utilisent la vision, et donc ils vont en profondeur pour ne pas être vus. Et la nuit, ils vont en surface parce que ce qu'ils mangent, le phytoplancton, est principalement en surface. Donc c'est des organismes qui font 1 millimètre, mais en fait, ils plongent, en tout cas en Méditerranée, de plusieurs centaines de mètres. Donc chaque jour, ils font 300-400 mètres vers le bas. Et donc si on met à notre échelle, ça représente plusieurs dizaines de marathons par jour. Et donc la question qu'on s'est posée, donc on en vient en fait, jusqu'à présent ce n'était pas mon travail, on en vient à ce qu'on a fait. La question qu'on s'est posée, c'est comme ils vivent dans un écoulement, ils vivent dans des écoulements en fait, et ces écoulements sont turbulents. La question c'est, est-ce que pour eux, la turbulence c'est comme pour nous une nuisance, ou est-ce qu'ils peuvent utiliser l'écoulement turbulent pour s'en servir pour nager de manière plus efficace? Donc nous on appelait ça surfer la turbulence. Et donc la réponse est oui. Et donc il y a une manière de choisir son orientation, donc c'est ce qui est à droite là. Donc ici vous avez 3 types d'organismes. Un organisme à gauche qui est mort, donc lui l'effet de la turbulence c'est juste de mélanger. Au milieu, vous avez un organisme qui nage vers le haut tout le temps, quel que soit l'écoulement. Et à droite, en rouge, vous avez des organismes qui, en fonction de l'écoulement qui est autour d'eux, choisissent une direction. Et cette direction leur permet d'accélérer. En fait, ils peuvent aller jusqu'à 2 fois plus vite que ceux du milieu. Donc, en fait, la réponse est oui. C'est-à-dire que le fait de mesurer l'écoulement, ça peut avoir un intérêt dans ce cas précis. En gros, ils vont 2 fois plus vite en moyenne que s'il n'y avait pas d'écoulement. Pour eux, non seulement la turbulence est bénéfique, mais oui, la turbulence est bénéfique. Donc je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Raphaël. Merci beaucoup. Donc vous pouvez voir comment la perception de l'environnement peut vraiment créer des mécanismes de mouvement collectif qui sont fascinants. Moi, personnellement, dans ma recherche, je travaille sur un processus qui s'appelle la chimiotaxie. Donc, c'est la capacité de ces organismes planctoniques à sentir des molécules chimiques et à répondre à des gradients chimiques. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand je suis dans un marché en France, je suis hautement chimiotactique au poulet grillé, au poulet rôti. Dès qu'il y a un poulet rôti sur un marché, même avec les yeux fermés, je me rapproche imperceptiblement du stand où il est vendu.
C'est la même chose pour les organismes planctoniques, mais il n'y a pas que la chimiotaxie, il y a d'autres formes de mouvements en réponse à des stimuli. Et Raphaël va vous en parler. C'est bon, je crois que j'ai mon micro ici. Merci JB. Donc ouais, moi je vais, comme l'a dit Christophe, moi je vais parler de lumière, perception de la lumière. Et donc le titre que j'ai donné à ma partie, ce serait plutôt zoomer sur la phototaxie pour mieux comprendre le phytoplancton. Et donc dans mon groupe, moi je suis chercheur CNRS au laboratoire de physique de l'ENS à Paris. On étudie un organisme modèle, un micro-organisme modèle qu'on appelle Chlamydomonas reinhardti, qui est une petite boule, environ 10 micromètres de diamètre ici, et qui a deux petits bras, donc des petits flagelles qui font à peu près 10-15 microns de longueur, et qu'elle utilise comme deux petits bras pour nager la brasse. D'accord ? Ces flagelles, ils battent très vite, ils battent à environ 50 fois par seconde, d'accord ? Ce qui permet à l'algue de se propulser à des vitesses vraiment très, très larges, de 100 à 150 micromètres par seconde, c'est-à-dire 10 à 15 fois leur taille par seconde. Nous, humains, nous ne sommes pas capables du tout de faire ça. C'est à peu près 1 à 2 fois notre taille par seconde dans l'eau. Et donc, ces micro-organismes, qui sont du phytoplancton, ils font de la photosynthèse, donc ils ont besoin de lumière, et ils ont développé la capacité d'utiliser la lumière pour se diriger. C'est ça qu'on appelle la phototaxie. Donc ici, je vais vous montrer une vidéo où chaque petit point blanc ici est une de ces algues, un de ces organismes unicellulaires. Initialement, au début de la vidéo, la lumière sera éteinte et au cours de la vidéo, on allumera une lumière qui vient du haut ici. Donc initialement, quand il n'y a pas de lumière, les algues, elles nagent de manière complètement aléatoire. Elles ont des directions complètement aléatoires et dès qu'on allume la lumière, pof, elles s'orientent et elles vont toutes dans la même direction en nageant parallèlement à la direction de la lumière. Si on éteint la lumière, de nouveau, elles retrouvent une trajectoire complètement aléatoire. Donc c'est ce mouvement dirigé, en suivant la direction de la lumière, que l'on qualifie de phototaxie. Il y a peut-être quelque chose qui doit vous surprendre sur cette vidéo, c'est que les algues, elles fuient la lumière ici. Donc elles font de la phototaxie négative, à l'opposé de la phototaxie positive, qui serait d'aller vers la source de lumière. Ça peut paraître étrange, puisqu'elles ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, la photosynthèse se passe dans cet organelle ici, qu'on appelle le chloroplaste. Et la photosynthèse, c'est une réaction en chaîne très très compliquée. Quand on augmente l'intensité de la lumière, le taux de photosynthèse il va saturer, puisqu'il y a des éléments limitants dans cette chaîne de réaction. Et donc, si on a un flux de photons qui est trop important, ces photons ne vont pas pouvoir être utilisés pour la photosynthèse, ce qui va donner un excès d'énergie qui va quand même être absorbé par les algues, qui peuvent les endommager. Ça peut notamment endommager l'appareil photosynthétique. Et donc, ces algues, elles ont des mécanismes moléculaires pour essayer de dissiper cet excès d'énergie, mais ça prend un peu de temps pour développer ces mécanismes. Et donc une réponse instantanée, très rapide, c'est de faire de la phototaxie positive quand on a besoin de plus de lumière, ou négative quand la lumière peut potentiellement être dangereuse. Donc c'est une relation très complexe en fait avec la lumière. La lumière, ça sert à s'orienter, ça sert à acquérir de l'énergie, mais ça peut être dangereux. Et donc, étudier un peu tous ces couplages, d'un point de vue biologique et physique, c'est très intéressant. Alors, comment elles détectent la lumière ? Donc, Christophe a évoqué le fait qu'elles ont un petit œil. Et donc, cette espèce Chlamydomonas, c'est au niveau de la membrane plasmique, donc de la paroi de la cellule, on a une zone où on a des molécules qui sont photosensibles. Et ces molécules, ils vont interagir avec les photons, et ensuite induire une cascade biologique d'événements qui vont venir modifier le mouvement des flagelles pour s'orienter dans une direction ou une autre. Et cet œil, en fait, il va scanner l'environnement lumineux, puisque l'algue, quand elle nage, donc dans cette direction, elle tourne aussi, comme un tire-bouchon. Et donc l'œil
va scanner l'environnement lumineux pour voir d'où vient la lumière et ensuite adapter le mouvement de ses flagelles pour s'orienter dans une direction ou dans l'autre. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la phototaxie, c'est un atout majeur pour ces microalgues, puisqu'elles vivent dans un environnement lumineux qui est au final très fluctuant. D'accord ? Donc ici, vous avez une image qui essaye d'illustrer ce caractère fluctuant. Donc dans l'océan, on va avoir la pénétration de la lumière qui va dépendre des vagues à la surface de l'eau. Ça va dépendre des nuages qui passent devant le soleil. Ça va, à des échelles plus longues, il y a la rotation de la Terre qui va faire varier les intensités lumineuses. Mais il y a aussi toutes ces particules qui sont dans l'océan, donc notamment du phytoplancton, du plancton, des microplastiques qu'on relargue de plus en plus dans l'océan, qui vont modifier la pénétration de la lumière dans les profondeurs. Et donc, être capable d'utiliser la lumière pour aller dans des régions plus ou moins intenses, c'est un atout majeur pour ces systèmes-là. Et nous, d'un point de vue humain, comprendre et contrôler le mouvement de ces phytoplanctons, notamment via la lumière, ça peut être très intéressant pour des questions industrielles. Donc, de plus en plus, on essaye de cultiver ces systèmes à large échelle pour extraire des biocarburants, pour l'agronomie, pour la pharmacologie ou les cosmétiques. Il y a des problématiques industrielles à la cultivation en masse de ces systèmes. Et donc, comprendre et contrôler leur mouvement pourrait être utile dans cette optique-là. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement en tant que physicien intéressé par ces systèmes, c'est de comprendre comment ces microbes se comportent en groupe lorsqu'on les stimule par la lumière. Donc je voudrais vous présenter deux projets sur lesquels on a travaillé ces dernières années dans mon groupe. J'ai intitulé « Cache-cache dans un verre d'eau » et « Gouttes d'algues ». Donc pour le premier projet que nous avons étudié, voici l'expérience qu'on a faite. On a une boîte de pétri, petite boîte de pétri à peu près grosse comme ça, 3 cm, dans lequel on a notre suspension de microalgues, donc qui nagent dans l'eau, et on a entouré ces microalgues de lumière tout autour, comme ceci. Donc elles ne peuvent pas échapper à la lumière, si vous voulez. Elles sont vraiment entourées. Et elles sont dans des conditions, elles vont faire de la phototaxie négative. Disons que l'intensité des lumières ici est suffisamment forte pour déclencher des réponses que négatives. Et quelque chose que je peux dire, c'est qu'on visualise le système avec de la lumière rouge, puisque l'œil de ces microalgues n'est pas sensible à cette lumière rouge. Et donc, comme ça, on peut visualiser sans perturber les expériences qu'on fait. Et donc, voici ce qui va se passer dans ce système. Donc, ici, vous voyez un zoom sur la boîte de pétri qui contient les microalgues. Et quand je vais commencer le film, on vient juste d'allumer la lumière. Les algues vont migrer vers le centre. Et voici ce qui se passe. Donc, assez rapidement, au bout d'1 minute à peu près, on a une phase très très dense de microalgues qui apparaît. Donc, ça apparaît noir puisque c'est très dense et donc ça absorbe la lumière rouge par laquelle on visualise. Donc ça forme ce motif en branche qui se rétracte très, très lentement, donc beaucoup plus lentement que la vitesse de nage d'une algue individuelle, pour former au final un cercle d'une phase très dense de microalgues. Donc la phase ici, elle fait à peu près 50% en fraction volumique, c'est-à-dire 50% de la matière est composée d'algues, le reste c'est de l'eau. Je vais vous montrer exactement la même chose, mais vu sous microscope, où chaque petit point noir là, c'est une algue. Donc elles vont fuir la lumière par le bas, et vous voyez qu'il y a des petits amas qui se forment, qui deviennent une sorte de filaments, et qui, au final, deviennent des branches qui parcourent toute la taille du système. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais juste revenir à l'image initiale. Vous voyez qu'ici, si on regarde à des échelles assez larges, la densité elle est à peu près la même partout. D'accord? Mais si on regarde à des échelles un petit peu plus locales, on va avoir des zones un petit peu plus denses que d'autres. D'accord? Donc ça, c'est des fluctuations stochastiques qui sont présentes naturellement dans le système. Et ces algues, elles ne sont pas transparentes. D'accord? Quand on regarde une flasque de nos algues, ça apparaît vert, puisqu'elles absorbent la plupart de la lumière, sauf le vert, qui est donc renvoyé vers nos yeux. Et donc, elles absorbent la lumière, et si on a une zone un petit peu plus dense initialement, cette zone, elle va absorber plus de lumière que la zone à côté qui est un petit peu plus diluée, qui va laisser passer plus de lumière. Donc, si je suis cette algue ici, je vais percevoir plus de lumière qui vient de cette direction, et comme je fais de la phototaxie négative,
je vais fuir dans la direction où la fluctuation de densité est présente. Et donc, je vais l'amplifier. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'instabilité, où on vient amplifier des fluctuations naturellement présentes dans le système. D'accord ? Et pour ça, il faut simplement 2 ingrédients, c'est faire de la phototaxie négative et absorber de la lumière. Donc ça, c'était pour la première histoire. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que le fait de faire cette phase dense, ça protège aussi les algues contre les lumières très intenses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, un peu comme les pingouins font sur la banquise quand ils veulent se protéger du froid. Ils se regroupent pour se protéger du froid. Ici, ça donne une protection contre les lumières intenses. Et donc, à un moment dans l'étude de ce projet, dans l'étude de ce système, on a changé la géométrie. Donc, on est passé d'une géométrie circulaire à une géométrie rectangulaire. Donc là, on a une boîte contenant nos algues et on a des lumières qui viennent que d'un côté ici. On a voulu voir ce que ça donnait. Et donc, on a à peu près la même chose. On voit qu'on a des sortes de branches. Là, c'est des jets qui sont parallèles. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est une fois que ces jets sont formés, on voit qu'ils ne restent pas droits. On voit que ça forme des petits amas. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a décidé d'étudier, ces gouttes d'algues, en formant des jets uniques que l'on va mettre en mouvement pour étudier la formation de ces petites gouttes d'algues. D'accord ? Donc quand on les met en mouvement, on voit que le jet ne reste pas droit et il développe ces structures assez particulières qui ressemblent, c'est pour ça qu'on appelle ça des gouttes d'algues, qui ressemblent à ce qui se passe quand vous ouvrez très faiblement votre robinet, vous avez des petites gouttes qui tombent. D'accord ? Oups. Et on peut regarder de plus près, donc ça c'est vu sous microscope, où chaque petit point là c'est une microalgue. Et là on essaye de suivre le mouvement des algues en même temps. D'accord ? Donc on essaye de rester au même endroit. Et donc on voit le développement de ces amas qui après s'allongent dans la direction perpendiculaire. Et ensuite, vous voyez que ça prend une forme assez particulière de moustache, comme ceci, où on a des recirculations. Vous devriez pouvoir avoir des mouvements vraiment macroscopiques, comme ceci, et comme ceci. Donc ça, c'est 2 vortex qui tournent dans des sens opposés. Donc qu'est-ce qui se passe ici, en fait ? Eh bien, c'est une histoire d'attraction hydrodynamique. En fait, quand les algues nagent avec leurs flagelles qui font de la brasse comme ça, elles vont tirer sur le fluide à l'avant. Okay ? Elles vont aussi tirer sur le fluide à l'arrière. Donc si elles tirent sur le fluide, elles vont tirer sur leurs copines aussi. Okay ? Et donc, ici, dans ce système, on a toutes les algues qui sont orientées dans la même direction et qui tirent sur leurs copines à l'avant et à l'arrière. Et si on a une zone ici, de la même façon que tout à l'heure, qui est peut-être à peine plus large que la zone qui est juste devant, cette zone-là va tirer plus. Et donc, ça va séparer le jet en amas. Et après, l'élongation perpendiculaire et la formation des moustaches peut aussi être expliquée par l'hydrodynamique de ces microalgues, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Voilà, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que ces microalgues, ils modifient leur environnement de manière dynamique en absorbant de la lumière, en consommant des produits, en consommant et produisant des composés chimiques et en générant des écoulements. Et en retour, ces écoulements, la lumière et ces composés chimiques modifient le comportement des algues, ce qui peut donner lieu, ce couplage mutuel entre population de cellules et son environnement, peut donner lieu à des phénomènes d'auto-organisation, donc ces phénomènes collectifs, qui potentiellement ont des fonctions biologiques. Et de plus, l'étude de ces phénomènes collectifs, ça nous aide à mieux comprendre et à modéliser le comportement individuel de ces microalgues. Et ça nous, en tant que chercheurs, ça nous fait poser des questions sur ces comportements individuels auxquels on va essayer de répondre ensuite en construisant des expériences dédiées à ça. Je vais finir juste avec ce diaporama pour vous montrer d'autres types de phénomènes collectifs qui peuvent apparaître quand on joue avec les microalgues et la lumière, sans rentrer vraiment dans les détails. Je vous remercie pour votre attention.